Bonjour à toutes et tous. Eh bien donc, merci à Michel, merci de m'avoir invité à venir vous présenter une deuxième réflexion autour de sujets un peu plus légers que toutes les choses très sérieuses autour de l'innovation, autour des différents types de recherches qui sont menées autour d'écosystèmes InMotion. On va essayer d'aborder les choses d'une autre manière, peut-être un peu plus ludique, autour d'une dimension humaine qui est fondamentale, qui est la dimension culturelle et la dimension du divertissement. Avec cette particularité, donc, que ce soit sur Futur Hebdo ou au comptoir prospectiviste, le bureau d'études en prospective que je dirige, nous abordons la culture comme un moyen d'enseignement pour montrer aux jeunes générations qui sont issues de cette pop culture, de cette culture contemporaine, que même si c'est du divertissement, quand on prend le temps de l'analyser d'une manière un petit peu avec autant d'attention qu'on le ferait pour une œuvre classique, en fait, il ressort autant d'informations et autant d'enseignements. Au mois de janvier, on a vu Blade Runner. Aujourd'hui, on va voir, parce que nous sommes en Asie, une œuvre qui a fait connaître ou découvrir pour certains ou connaître un peu plus profondément pour d'autres un univers, un imaginaire lié à l'Asie et plus particulièrement au Japon. Michel, est-ce que je peux te demander j'ai jusqu'à quelle heure pour que je sache? 14 heures. 14 heures, très bien. Donc, je vais enchaîner direct. On avait prévu une petite pause musique, mais je pense qu'on va y aller, on va y aller directement. Alors, je vais partager mon écran et nous allons commencer. Alors, on va se mettre d'accord sur une chose. Et on est vraiment dans j'ai vraiment voulu vous proposer quelque chose de simple. C'est le temps, c'est la pause du déjeuner. Donc, on va essayer un petit peu de réfléchir d'une manière un peu globale, sans se prendre trop au sérieux, mais pour essayer un petit peu d'avoir cette lecture transversale et analytique de cette œuvre. Alors, je partage mon écran. Je vais d'abord lancer en mode partage l'écran. Voilà. Ok. Est-ce que vous voyez un écran noir? Oui. Très bien. Alors, ok. Donc, comme je vous le disais, cette préparation, ce temps va être lié à une œuvre de science-fiction. Et je vous invite d'abord à la découvrir au travers de la bande-annonce de l'adaptation la plus récente, qui date de 2017. Vous allez, je pense, tous reconnaître ce film. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous laisse le découvrir. Initiate Project 2571.
Voilà, comme vous l'avez découvert, le film, il s'agit donc de Ghost in the Shell. Alors, la bande-annonce qu'on vient de voir, c'est la bande-annonce du film de 2017 avec Scarlett Johansson dans le rôle principal. Et ce qu'il y a d'important de voir, c'est que n'importe comme beaucoup d'œuvres, elle n'est pas sortie ex nihilo. En fait, elle est le tournage en live motion d'un film qui lui-même a été un film d'animation, un animé qui a été réalisé en 97. Alors, j'avais prévu de vous passer la bande-annonce du film d'animation, mais comme on est un petit peu short en temps, ce qui est très intéressant quand on regarde les deux bandes-annonces, et c'est vraiment à l'image des deux films, c'est que le film en live motion est vraiment, pour ainsi dire, l'adaptation plan à plan du film d'animation. Par contre, au niveau effets spéciaux, la synthèse, qui n'était pas au niveau actuel il y a 23 ans, a permis, enfin 20 ans au moment de la production du film avec Scarlett Johansson, a permis de remonter vraiment le niveau pour arriver à des points où on ne distingue plus le réel du fictif. Dans les deux films, voilà, nous sommes en 2029, c'est une information qui a été donnée dans l'œuvre globale. Et on est dans un monde cyberpunk. Hein, donc, c'est-à-dire que c'est un monde où, on va dire, on est vraiment dans une immersion totale dans la technologie et on va dire que les curseurs au niveau éthique sont au plus bas. Et c'est ça qu'il y a d'intéressant. Ce qu'il y a de plus important à voir, c'est que cette œuvre, Ghost in the Shell, est l'adaptation d'un manga qui a été édité de 1989 à 1991, qui a été créé, voilà, donc, vous devez le voir sur la slide, donc, par Masamune Shirow. Et le titre japonais donne un petit peu le contexte de ce que le titre américain ne donne pas. Le titre japonais, littéralement, dit « policier anti-émeute en carapace offensive ». Comme ça, on sait qu'on est dans un univers plutôt martial, qui va donner aussi beaucoup d'indications sur l'avenir, sur la narration. Donc, comme je l'ai dit, on est en 2029, on est dans une mégapole japonaise. Est-ce que c'est Tokyo? Bon, je ne connais pas suffisamment l'œuvre de manga, mais peut-être qu'il y a une ville qui est citée. En tout cas, on est dans une mégapole qui mélange à la fois la tradition japonaise telle qu'on la connaît, avec cette capacité à se mélanger, à s'hybrider avec d'autres influences. Et comme je le disais, dans ce monde cyberpunk, tout est poussé à son maximum. Dans ce monde, les humains peuvent s'hybrider avec des prothèses biomécaniques, à la fois dans une notion de soins, donc on est dans de la réparation, voilà, mais aussi dans une notion plus ludique, simplement dans une notion d'augmentation. Dans le film, un des personnages dit qu'il s'est fait greffer un foie artificiel pour pouvoir augmenter ses capacités d'absorption éthylique. Comme ça, au moins, les choses sont placées. Hein. On est vraiment dans un usage de la prothèse, dans une augmentation, dans l'entendement le plus bas, le plus simple. Voilà. Ce qu'il y a d'intéressant aussi à voir, c'est que dans ce monde, eh bien, la distinction entre l'homme et la machine a tendance à s'effacer. À tel point que Scarlett Johansson, à un moment donné dans le film, demande à un personnage qu'elle croise si cette personne est humaine ou artificielle. Et enfin, ce qu'il y a deux dernières choses qui sont intéressantes, je trouve, c'est que dans ce film, la singularité telle que les transhumanistes l'appellent ne semble pas arriver. Les machines complètement autonomes restent assez basiques en termes de comportement, en termes d'intelligence, en termes d'intelligence généraliste. Et surtout, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est que ce film révèle beaucoup de distinctions entre l'Europe et l'Asie en termes d'approche concernant les machines robotiques anthropomorphes. Alors, je précise une chose, je ne suis pas un spécialiste de l'Asie. Je suis plutôt un spécialiste de la science-fiction. Donc, je vais apporter quelques informations qui
qui mériteraient sûrement d'être approfondies au niveau encyclopédique, mais qui donnent déjà quelques pistes. Alors, ce qui est très important à avoir, une des grandes distinctions entre l'Asie et le Japon en particulier et l'Europe, c'est vis-à-vis des machines et des automates. Il faut savoir qu'en Chine, la tradition des automates remonte au XVIIe siècle, donc ces machines s'appellent des karakuri, qui est comme beaucoup de choses dont les Japonais s'emparent est élevé au niveau de l'art. Vous avez sur votre gauche donc, 3 exemplaires d'un karakuri, et puis à droite, un plan qui date à peu près du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Ce qui est important, c'est, contrairement à l'Europe, où on va prendre le temps de montrer comment la machine, l'automate fonctionne. Ici, vous avez à gauche le canard digesteur de Vaucanson. Vous avez ici une joueuse de clavecin avec des petits marteaux. On dit voilà, le génie de l'horloger a mis en place toute cette technologie. Au Japon, non, on ne montre rien. On est vraiment dans cette notion d'effacement de la machine parce qu'on est au niveau de l'art. Et puis, pourquoi est-ce qu'il y a aussi cet effacement de la machine ? Eh bien, peut-être parce qu'il y a aussi une différence philosophique entre l'Europe et puis l'Asie. En Europe, nous sommes issus d'une culture et d'une tradition religieuse et philosophique de l'altérité, contrairement au monde asiatique. Et par exemple, au Japon, une des grandes différences, c'est qu'il n'y a pas tant de distinction entre animé et inanimé, parce que le kami, principe vital, se retrouve aussi bien dans ce qui est animé que ce qui ne l'est pas. Alors, si ça intéresse certaines personnes, on peut assimiler, alors là peut-être que je vais me faire tirer les oreilles par des sinologues ou d'autres experts, mais on peut assimiler le kami à la notion chinoise du shen. Alors, pour un petit peu aller plus loin, j'ai exhumé une archive radio de notre futur, c'est 2071. Alors, peu importe la date, ce qui compte, c'est qu'on s'est placé dans cet avenir et on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce que ces distinctions font. Mardi 23 mars 2071, quelques brèves de notre futur devenu quotidien, qu'il soit étonnant ou déroutant. Et pour commencer, parlons de nos karakuri modernes. Le robot autonome en Occident a longtemps semblé une réalité lointaine, et ce même en notre XXIe siècle plus que bien entamé. Les signes objectifs du raz-de-marée robotique étaient sous les yeux des femmes et des hommes qui aujourd'hui sont nos grands-parents. Mais le robot anthropomorphe dérangeait étrangement l'esprit occidental. Cette résistance avait entre autres pour cause la concurrence qui aurait pu naître dans le monde du travail entre les humains et les machines. À l'opposé tant géographique que conceptuel, les Japonais et le monde asiatique en général n'ont jamais perçu ce risque. Si on ne considère que le Japon, là-bas le shintoïsme ne fait pas de distinction entre vivant et inanimé dans la distribution du kami, notion tant philosophique que spirituelle de la présence des forces vitales dans la nature. Ainsi, culturellement, l'inanimé-animé a toujours été très bien perçu au Japon. Dès le XVIIe siècle, les karakuri, des automates très perfectionnés, étaient à la mode dans la culture japonaise de la période Edo. On peut voir en cela un des éléments qui explique comment l'Occident a finalement perdu la guerre économique et commerciale de la robotique. Et pourtant, le robot avait tout pour trouver sa place dans les entreprises occidentales, ne serait-ce que par le biais de la collaboration afin de ménager nos sensibilités occidentales. C'est ainsi que dans le milieu des travaux publics, on vit bien apparaître des outils assistés dits collaboratifs qui allégèrent pour les humains les tâches les plus lourdes. Dans le même esprit, et pour le plus grand bien de nos concitoyens qui en bénéficièrent, l'antique fauteuil roulant vécu ces dernières années autour des années 30. En effet, les développements à destination de l'armement trouvèrent une nouvelle fois un débouché sur les marchés civils, avec des déclinaisons démilitarisées des exosquelettes conçus pour assister le soldat en terrain hostile.
Ne manquaient à ces technologies que les dernières avancées en termes de stockage d'énergie pour être définitivement fonctionnelles. Après cela, en quelques années, ces machines collaboratives, devenues civiles, devinrent les meilleurs amis des personnes à mobilité réduite, qu'elles soient handicapées, personnes âgées ou personnes temporairement entravées dans leurs mouvements suite à un accident ou à une opération chirurgicale. Désormais, ces matériels médicaux, ces exosquelettes civils savent aussi bien faire marcher un paraplégique que permettre à une personne, peu importe sa corpulence, de passer de la station couchée à la station debout. Des machines qui, au gré des activités du jour, savent se faire fauteuil ou assistant de vie dans les gestes les plus simples du quotidien, comme les plus intimes, ne serait-ce que pour la toilette. Des machines qui redonnent de l'indépendance pour tout simplement aller se promener en ville, faire ses courses. Mais hélas, aujourd'hui, trop peu de ces machines sont fabriquées en Europe et en France. Alors, cette chronique, elle pose certaines questions. Est-ce qu'effectivement, dans cet avenir, on aura su en Europe garder notre industrie de la robotique? On peut par exemple en douter quand on sait que la société Aldébaran, qui était française, a été rachetée par un fonds spéculatif. Et pourtant, Aldébaran était leader de la robotique anthropomorphe avec le petit robot Néo. On peut aussi se poser une question par rapport aux dates. Alors, nous sommes à 8 ans de l'avenir de Ghost in the Shell, 2029. Donc, si on prend le point de départ comme aujourd'hui, comme point de comparaison aujourd'hui, à 8 ans de cet avenir, il n'y a pas de prothèse qui dépasse les capacités biologiques, pas de machine autonome encore dans les rues, et pas de confusion entre humain et machine, si ce n'est que on pourrait commencer à avoir certaines intuitions sur les capacités d'empathie de l'humain à l'égard des machines. Il suffit de regarder les vidéos de Boston Robotics avec leur dog, leur mule, moi que j'appelle comme ça, où quand un scientifique donne des grands coups de pied dedans, les mouvements sont tellement biologiques, sont tellement naturels que, au fond de nous, on se dit ah merde, mais c'est violent. Il fait quoi? Parce que la machine bouge comme un animal, comme un cheval, comme un chevreau. Et pourtant, ça n'est qu'une machine. Donc, au fond, non. Au fond de nous, il semblerait bien que l'humain puisse avoir de l'empathie à l'égard d'un objet inanimé. Et ça, c'est assez important. Enfin, aujourd'hui, s'il y a une peur à l'égard de l'inanimé dans le monde du travail, pour l'instant, c'est encore très lié à l'IA. On peut se pencher sur où on en était il y a 8 ans, avant d'aller voir dans 8 ans. En 2013, pile 8 ans, fin 2013, c'est la première implantation du cœur Carmat, le cœur français, le cœur artificiel. Le premier patient a vécu 75 jours avec ce cœur. Et en 2021, là, dans quelques semaines ou quelques mois, Carmat va passer à des implantations effectives, donc des implantations de soins de son cœur. Ils ont reçu l'autorisation. Alors, combien de temps, on ne sait pas. Est-ce que ces patients vont vivre? En tout cas, il y a eu un grand chemin qui a été fait en 8 ans. En 2013 aussi, l'entreprise de travaux publics Colas lançait ses recherches pour un exosquelette qui devait aider ces travailleurs à ne pas trop souffrir quand ils déplacent du bitume chaud avec leur râteau. Il aura fallu 5 ans de recherche pour commencer à avoir une mise en œuvre. Et ça reste encore assez sommaire. C'est plutôt une machine, c'est une machine qui est très collaborative, qui ne sert qu'à accompagner le geste. Le temps de la confusion entre l'homme et les machines, reste encore lointain. On va dire c'est encore de l'ordre de la fiction, des romans et de la science-fiction, bien que les appréhensions commencent à monter dans les milieux professionnels. Alors, en 2029, quelles seront nos relations avec nos prothèses, si nous en avons? Quelles seront nos relations avec nos augmentations et quel impact cela aura dans nos relations entre personnes humaines? Et quelles seront nos relations avec les robots? Alors, pour se poser ce genre de questions,
je vais réutiliser l'échelle quantitative du temps que je vous avais montré le mois dernier. Donc, pour ceux qui la connaissent, c'est le moyen de réviser. Pour ceux qui la découvrent, en prospective, au lieu d'utiliser un temps quantitatif qui pose toujours la question du oui, mais c'est dans combien de temps, eh bien, on s'est posé, on a construit cette échelle qui est qualitative, où à partir du présent, en bas à gauche, on va monter vers un temps qui est programmé, voilà, qui est lié à certaines réalités industrielles, vers un temps qui est accessible, qui est la suite de ce temps qui est programmé. Là, au temps de l'accessible, toutes les briques du Lego sont présentes, mais on a encore le choix de mettre les briques dans un ordre plus ou moins différent. Après, on passe au probable et au lointain, etc. Et on peut se poser ce genre de questions. Et pour aller être encore un petit peu plus loin, être un petit peu plus précis, je vous propose ici l'échelle qui a été déterminée pour évaluer l'autonomie des véhicules. Alors c'est assez intéressant parce que le niveau 0, c'est driver only, donc seulement le conducteur. Niveau 1, c'est les premières assistances qu'on appelle feet off, donc sans les pieds. Le niveau 2, c'est hands off, sans les mains. Le niveau 3, eyes off, sans les yeux. Niveau 4, brain off, c'est-à-dire qu'on peut faire autre chose, on peut dormir, on peut lire, etc. Et en dernier, driver off, il n'y a plus du tout de conducteur. Et ça, on peut... Alors, je me suis permis une adaptation où on passerait comme ça d'un niveau 0 à un niveau 5 aussi, en termes de rapport à des prothèses biomécaniques, à cet avenir tel qu'il va être présent dans le film, avec niveau 0, un corps complètement biologique, et puis au niveau 1, eh bien, il y a les premières prothèses de réparation. Au niveau 3, on augmente jusqu'à un niveau 5 qui serait ce que les transhumanistes attendent ou appellent, qui serait la digitalisation de la conscience, en étant passé au niveau 4 par un corps complètement remplacé avec un cerveau biologique qui vous allez voir est le cas dans le film. Alors, sur les prothèses, je vous invite à aller voir, il y a un film qui est très important à voir, qui est Repomen, qui pose de manière assez cynique le problème du financement des prothèses biomécaniques. Et pour finir, je vous propose, durant quelques minutes, je crois qu'il y en a pour 3 minutes, l'analyse que j'ai faite pour le Huffington Post du film Ghost in the Shell, où là, on va aborder de manière un peu plus précise par rapport à la narration de ce film. Et c'est parti, je pense. Le film Ghost in the Shell met en scène des humains bardés de prothèses artificielles en tout genre et des robots anthropomorphes à l'apparence extrêmement sexuée. Ces derniers d'ailleurs participent au trouble ambiant qui fait qu'on ne sait plus trop faire la différence entre être biologique et machine pensante. Le Major, le personnage joué par Scarlett Johansson, est le parfait exemple de cette confusion. Tout au long du film, elle n'aura de cesse de s'interroger sur sa propre nature, et pour cause. De l'humain qu'elle fut, il ne reste qu'un seul organe, son cerveau. Le reste de son corps est une mécanique remarquablement conçue tant en termes d'apparence que de performance. Elle allie l'adaptabilité et la créativité de l'humain à la précision et la puissance d'un robot, dit d'elle un des protagonistes qui ne voit dans le Major qu'une arme quasi parfaite, oubliant commodément ce qui anime cette machine de précision. Dans le contexte du film, ce qui anime le Major, c'est le Ghost, l'équivalent informatique de l'âme humaine, concept imaginé par Masamune Shirow, le créateur du manga originel. Alors, âme enfermée dans une coquille artificielle, le Major dézingue du terroriste à qui mieux mieux et sans état d'âme. Pourtant, à plusieurs reprises, le Major désespéré s'écrie « Qui suis-je ? Que suis-je » Interrogation qu'il faut comprendre dans le sens de « Suis-je encore humaine quand d'humain il ne reste en moi que le cerveau ?» Le film suggère une réponse au travers d'une autre affirmation du Major « Ils nous ont volé notre mémoire, mais ce sont nos actes qui nous définissent. » Se pourrait-il que l'être humain ne puisse se définir qu'au travers de ses actes, dénués de tout contexte temporel, mémoriel? Pour qu'il y ait acte, il faut qu'il y ait intention. Cette intention pouvant avoir deux origines, l'instinct de survie, la faim, la soif, et la volonté, a priori nourrie de l'expérience.
Une autre chose que sous-entend l'affirmation du Major est que l'être humain pourrait se réduire aux seules capacités de son cerveau, déconnecté de toute relation qu'il a avec l'ensemble de son corps. Alors que les dernières recherches laissent apparaître une diffusion des neurones bien au-delà de la boîte crânienne et de son extension naturelle, la moelle épinière. Diffusion qui va jusqu'aux 200 millions de neurones de l'estomac, jusqu'aux 40 000 neurones dans le cœur qui le font battre. Et si l'humain, sa personnalité, était un tout qui dépasse la somme des éléments, des organes qui le composent? Et si la quête du Major était vaine? En effet, séparée de son corps originel, elle n'est plus qu'une fraction d'elle-même. Mieux encore, implantée dans un corps, qu'il soit artificiel ou biologique, son cerveau ne développerait-il pas une nouvelle personnalité? Sans attendre le monde de Ghost in the Shell, on peut d'ores et déjà aujourd'hui regarder ce que informaticiens et médecins mettent en œuvre pour réparer un corps blessé. La chirurgie réparatrice s'applique déjà à faire des merveilles avec les nouveaux outils technologiques que peuvent être l'assistance robotique chirurgicale ou les imprimantes 3D. Par contre, quand on aborde le remplacement d'un organe tel qu'un organe sensoriel, les choses se compliquent. L'implantation d'une oreille, d'un œil artificiel, implique que l'informatique sache parler au biologique. On connaît les implants cochléaires qui, sous certaines conditions, permettent aux malentendants de recouvrer l'ouïe. D'autres implants posés sur le nerf optique rendent la vue aux voyants au moyen d'une caméra. Ce miracle technologique, on parle ici d'une résolution de l'ordre de dizaines de pixels. Ce miracle donc est aussi soumis à conditions. Il faut que le patient ait un jour vu, il faut que le cerveau sache ce qu'est voir. On pourrait continuer avec les muscles artificiels qui permettront aux paralytiques de marcher. Les malades du cœur seront eux dotés d'organes infatigables. On pourrait sans peine continuer la liste des technologies de remplacement des déficiences organiques humaines. Tous ces éléments, mis les uns à côté des autres, sont autant d'espoir pour les patients. Mais ce sont aussi les briques d'un Lego qui, une fois assemblées, pourraient bien représenter une proportion toujours plus grande au sein d'un même corps. Ces prothèses, développées et utilisées dans un premier lieu dans un cadre médical, deviendront un jour amélioration technique, puis ludique. Dès lors, le cas extrême du Major ne paraît plus tant appartenir à la fiction. Mais alors, à quelles conditions et dans quelles proportions accepterons-nous d'implanter des prothèses artificielles dans un même corps, au risque peut-être de changer la personnalité du patient? À chacun de chercher en nous la réponse.